Ce soir, nous retournons au cœur du Moyen Âge, dans un temps de guerre et de renaissance. De la mort de Louis le Pieux à l'avènement d'Hugues Capet, la France va naître lentement, au milieu des invasions, des trahisons et des serments brisés. Nous verrons des rois impuissants, des villes assiégées, des peuples qui résistent, et un royaume qui se cherche entre l'ordre et le chaos. Ferme les yeux et laisse-toi porter à travers 150 ans d'histoire, là où, dans la tourmente, se dessine peu à peu la France. Chapitre 1. La mort de Louis le Pieux et l'éclatement de l'Empire. La mort de Louis le Pieux en 840 marqua le commencement d'une guerre civile brutale qui allait fondamentalement remodeler le paysage politique de l'Europe occidentale. Trois frères, Lothaire, Louis le Germanique et Charles le Chauve, s'engagèrent dans une lutte acharnée pour le contrôle du vaste empire de leur père. Chacun commandait des armées qui ravageaient la campagne et laissaient la dévastation dans leur sillage. Le conflit atteignit son paroxysme lors de la bataille de Fontenoy en Puisaye en 841, où Charles le Chauve et Louis le Germanique unirent leurs forces pour écraser l'armée de Lothaire dans un affrontement sanglant que les chroniqueurs contemporains décrivirent comme l'une des batailles les plus dévastatrices du début de la période médiévale. Le champ de bataille était jonché des cadavres de nobles francs, leurs cottes de mailles déchirées et ensanglantées, leurs bannières colorées piétinées dans la boue, aux côtés des corps de simples soldats dont les lances et les boucliers n'avaient pas réussi à les protéger de ce massacre fratricide. Cette défaite catastrophique força Lothaire à négocier, menant au traité monumental de Verdun en 843. L'accord divisa l'empire de Charlemagne en 3 royaumes distincts. Lothaire conserva le titre impérial et reçut le royaume du Milieu, s'étendant des Pays-Bas à travers la Bourgogne jusqu'en Italie. Louis le Germanique reçut le royaume franc oriental, englobant la majeure partie de l'Allemagne moderne, et Charles le Chauve se vit attribuer le royaume franc occidental, qui deviendrait finalement la France. La partition créa un royaume qui s'étendait de l'océan Atlantique aux fleuves de la Meuse et du Rhône, englobant des territoires qui incluaient l'Aquitaine, la Bourgogne, la Neustrie et la Marche d'Espagne. Le royaume franc occidental que Charles le Chauve hérita était loin du royaume unifié que Charlemagne avait autrefois gouverné. Les distinctions régionales restaient prononcées, avec des différentes traditions juridiques, langues et coutumes persistant à travers le territoire. Dans le nord, la noblesse franque parlait un dialecte germanique, qui évoluait progressivement vers le vieux français. Tandis qu'en Aquitaine, l'aristocratie locale maintenait sa langue romane et ses pratiques culturelles distinctes. La Marche d'Espagne conservait son caractère frontalier, avec des seigneurs chrétiens régnant sur des populations mixtes de chrétiens, de musulmans et de juifs, dans des villes fortifiées qui portaient les influences architecturales des civilisations carolingiennes et islamiques. Chapitre 2. Les défis de Charles le Chauve. Charles le Chauve fit face à des défis immédiats à son autorité de la part de puissants magnats qui s'étaient habitués à opérer avec une autonomie considérable durant la guerre civile. Le comte de Flandre contrôlait de vastes territoires dans le nord, commandant une richesse dérivée de la production textile et du commerce avec l'Angleterre et les régions baltiques. Ces résidences fortifiées, construites en pierre et en bois, abritaient des armées privées de guerriers montés, dont la loyauté était assurée par des concessions de terre et des distributions régulières de pièces d'argent et d'objets précieux. De même, le duc d'Aquitaine maintenait sa propre cour à Poitiers, où les troubadours chantaient de héros locaux et de batailles anciennes, tandis que les officiels du duc administraient la justice selon des coutumes régionales qui différaient significativement de la loi franque. L'armée royale que Charles pouvait convoquer dépendait de plus en plus de ses manias régionaux pour les hommes et les ressources. Quand le roi lançait un appel aux armes, les comtes et ducs locaux arrivaient avec leur propre suite, portant des armes et des armures qui reflétaient leur richesse personnelle et leur statut. Un guerrier noble typique de cette période portait une chemise de mailles jusqu'aux genoux sur une tunique rembourdée, transportait un bouclier en forme de cerf-volant décoré de symboles personnels ou familiaux et maniait une longue épée à la garde cruciforme aux côtés d'une robuste lance en frêne. Leurs chevaux étaient élevés pour la guerre,
des bêtes robustes, capables de porter un cavalier en armure sur un terrain difficile, tout en maintenant la vitesse nécessaire pour des charges de cavalerie efficaces. L'érosion progressive de l'autorité royale devint évidente dans les luttes de Charles le Chauve pour maintenir le contrôle sur les fortifications et centres administratifs clés. Le palais royal de Compiègne, autrefois symbole du pouvoir carolingien, avec ses impressionnantes salles de pierre et sa salle du trône élaborée, servait de plus en plus comme une seule résidence parmi d'autres, le roi étant forcé de voyager constamment à travers son royaume pour maintenir sa présence et son autorité. Chapitre 3 : La fragmentation du pouvoir royal. Les comtes locaux commencèrent à fortifier leurs propres résidences, construisant des tours en bois sur des monticules artificiels entourés de palissades et de fossés, créant des positions défensives qui pouvaient résister aux armées royales si les circonstances politiques nécessitaient une résistance armée. Le système monétaire, qui avait soutenu l'administration carolingienne, commença également à se fragmenter durant cette période. Bien que Charles le Chauve continuât à frapper des deniers d'argent portant son image et ses titres, les ateliers monétaires locaux, opérés par les nobles régionaux, produisaient des pièces de poids et de pureté variables. Les réseaux commerciaux, qui avaient autrefois facilité le mouvement des marchandises et de l'argent à travers l'Empire, devenaient de plus en plus régionalisés, les marchands s'adaptant à différentes normes et monnaies en voyageant entre les territoires contrôlés par différents seigneurs. La situation se détériorera davantage avec l'arrivée des raiders vikings dans les années 840. Ces guerriers scandinaves, naviguant dans des dracars à faible tirant d'eau qui pouvaient naviguer aussi bien dans les eaux côtières que dans les rivières intérieures, lancèrent des attaques dévastatrices sur les monastères, les villes et les établissements ruraux à travers le royaume franc occidental. Leurs navires, construits avec des planches de chêne fixées par des rivets de fer et propulsés à la fois par voile et par rames, pouvaient transporter entre 30 et 60 guerriers armés de haches de fer, de lances et du bouclier rond en bois renforcés par des bossettes métalliques. La vue de ces navires aux pouls en forme de dragon apparaissant soudainement au détour d'un fleuve frappait de terreur les populations locales qui n'avaient aucun moyen efficace de défense contre des raiders aussi mobiles et déterminés. Le premier assaut majeur des Vikings sur le territoire français se produisit en 845, lorsqu'une flotte menée par le légendaire Ragnar Lodbrok remonta la Seine vers Paris. Chapitre 4 : L'invasion viking et le tribut de Paris. Les raiders pillèrent méthodiquement les monastères et établissements le long de leur route, saisissant des objets religieux en or et en argent, capturant des prisonniers pour le commerce des esclaves, et brûlant les bâtiments qui ne pouvaient être facilement défendus. Quand ils atteignirent Paris, les habitants de la ville se réfugièrent derrière les fortifications qu'ils purent rassembler, mais la mobilité supérieure et la flexibilité tactique des Vikings leur permirent d'assiéger efficacement l'établissement. Charles le Chauve, manquant de ressources militaires pour confronter directement les raiders, fut forcé de payer un tribut massif de 7000 livres d'argent pour les convaincre de se retirer. Ce paiement établit un dangereux précédent qui encouragea de nouvelles expéditions vikings. Les raiders reconnurent que les dirigeants francs paieraient des sommes substantielles pour éviter la confrontation directe, faisant du royaume franc occidental une cible attractive pour des attaques répétées. La connaissance qu'avaient les Vikings des divisions politiques franques leur permettait également d'exploiter les conflits entre nobles régionaux, servant parfois comme mercenaires pour une faction contre une autre, tout en conduisant simultanément des raids indépendants pour leur propre profit. L'impact des raids vikings s'étendit bien au-delà de la destruction immédiate et de la perte de vies humaines. Les monastères, qui avaient servi de centre d'apprentissage, de production de manuscrits et d'activités économiques, étaient particulièrement vulnérables aux attaques en raison de leur richesse et de leur défense typiquement inadéquate. L'abbaye de Saint-Denis, dépositaire des régalias royaux et lieu de sépulture des rois francs, subit des assauts répétés qui perturbèrent ses activités savantes et forcèrent les moines à cacher des manuscrits précieux et des artefacts religieux. Le scriptorium du monastère, où des scribes qualifiés avaient produit des manuscrits enluminés décorés de feuilles d'or et de pigments vibrants, resta silencieux pendant de longues périodes alors que la communauté se concentrait sur la survie plutôt que sur les poursuites intellectuelles. Chapitre 5 : La résistance des populations rurales.
Les populations rurales développèrent diverses stratégies pour faire face à la menace viking. Les paysans construisirent des fosses de stockage cachées où ils pouvaient dissimuler des provisions de grains et des possessions de valeur durant les raids. Les communautés villageoises organisèrent des systèmes de surveillance, postant des guetteurs sur les tours d'église et les collines, qui pouvaient sonner les cloches d'alarme quand des navires suspects apparaissaient sur les rivières voisines. Certains établissements furent complètement abandonnés, alors que les habitants fuyaient vers des villes fortifiées ou cherchaient protection sous les murs des forteresses nobles. L'adaptabilité tactique des Vikings les rendait des adversaires particulièrement difficiles pour les forces militaires franques traditionnelles. Alors que les armées franques excellaient dans les batailles rangées mettant en scène des charges de cavalerie lourdes, les Vikings évitaient de telles confrontations autant que possible, préférant des tactiques de frappe éclair qui exploitaient leur mobilité supérieure. Ils frappaient rapidement des cibles non défendues, chargeaient leurs navires de butin et disparaissaient avant que les forces locales ne puissent organiser une réponse efficace. Quand ils étaient acculés, les guerriers vikings formaient des formations défensives appelées murs de boucliers, entrelaçant leurs boucliers ronds pour créer des barrières qui pouvaient résister aux charges de cavalerie, tandis que leurs rangs arrière lançaient des lances et des haches sur les ennemis attaquants. L'impact psychologique des raids vikings s'avéra aussi significatif que leurs dégâts matériels. Les chroniqueurs contemporains décrivaient les raideurs comme des païens sauvages qui ne montraient aucun respect pour la sainteté chrétienne, brûlant les églises et tuant les prêtres sans hésitation. Ces récits, bien que souvent exagérés pour un effet dramatique, reflétaient une terreur genuine parmi les populations qui s'étaient habituées à la sécurité relative fournie par la règle carolingienne. L'échec des forces royales à fournir une protection adéquate mina la confiance dans l'autorité royale et encouragea les nobles locaux à développer des capacités défensives indépendantes. Chapitre 6. Les limites du pouvoir carolingien. Les réponses de Charles le Chauve à la menace viking révélèrent les limitations de l'organisation militaire carolingienne tardive. Le roi tenta de construire des ponts fortifiés à travers les rivières principales pour empêcher les navires vikings de pénétrer profondément dans le territoire français. Mais ces projets d'ingénierie nécessitaient des ressources et une coordination qui dépassaient souvent les capacités royales. Les nobles locaux responsables de fournir des hommes et des matériaux pour de tels projets donnaient fréquemment la priorité à leurs propres besoins défensifs plutôt qu'aux initiatives royales, menant à des fortifications incomplètes ou insuffisamment entretenues. Le règne des successeurs de Charles le Chauve fut témoin d'une détérioration continue de l'autorité royale, alors que les nobles régionaux consolidaient leur pouvoir et établissaient un contrôle héréditaire sur leur territoire. Louis le Bègue, qui régna de 877 à 879, fit face à des défis immédiats de la part de magnats ambitieux qui testèrent la résolution et les capacités militaires du nouveau roi. Son bref règne fut marqué par des négociations constantes avec de puissants comtes et ducs qui exigeaient la confirmation de leurs privilèges et droits territoriaux en échange de leur loyauté continue. La fragmentation politique s'accéléra sous les fils de Louis le Bègue, Louis III et Carloman, qui régnèrent initialement conjointement avant de diviser le royaume entre eux. Cette partition affaiblit davantage l'autorité royale en créant des centres de pouvoir concurrents et en permettant aux nobles régionaux de jouer un frère contre l'autre. Les morts des frères en 882 et 884 respectivement amenèrent Charles le Gros, déjà roi des Francs orientaux et d'Italie, sur le trône franc occidental, réunifiant brièvement une grande partie de l'empire de Charlemagne sous un seul dirigeant. Le règne de Charles le Gros démontra l'impossibilité de gouverner des territoires si vastes avec les ressources administratives et militaires disponibles aux dirigeants de la fin du IXe siècle. Son échec à répondre efficacement aux raids vikings, particulièrement son paiement humiliant de tribut aux raideurs assiégeant Paris, lui coûta un soutien crucial parmi la noblesse franque. Chapitre 7. Le siège de Paris et l'ascension d'Eudes. Le siège de Paris lui-même devint un moment déterminant dans le déclin du prestige carolingien, alors que le comte Eudes de Paris et sa garnison résistèrent durant des mois aux attaques vikings, pendant que le roi négociait plutôt que de combattre. Les défenseurs de Paris durant le siège exemplifièrent le pouvoir émergent des nobles régionaux qui pouvaient fournir un leadership plus efficace que les rois lointains. Les forces d'Eudes, combattant derrière des murs de pierre et des palissades en bois, utilisèrent des arbalètes, des lances et des pierres pour repousser les tentatives d'assaut vikings. La détermination et l'habileté tactique des défenseurs contrastaient fortement avec la faiblesse apparente du roi Charles le Gros, contribuant à la déposition du roi en 887 et à l'élection subséquente d'Eudes comme roi des Francs occidentaux.
Le règne d'Eudes, de 888 à 898, marqua une transition cruciale dans le développement politique français. En tant que dirigeant non carolingien, il manquait de la légitimité traditionnelle associée à la lignée de Charlemagne, le forçant à s'appuyer fortement sur le succès militaire et les alliances politiques pour maintenir sa position. Son origine comme comte de Paris lui fournit une connaissance intime des défis auxquels faisaient face les nobles régionaux, mais cela signifiait également que les autres magnats le voyaient comme un égal plutôt qu'un souverain divinement désigné. L'alternance entre dirigeants carolingiens et non carolingiens durant la fin du IXe et le début du Xe siècle reflétait l'instabilité fondamentale de l'autorité royale durant cette période. Charles le Simple, qui regagna le trône pour la dynastie carolingienne en 898, tenta de restaurer les prérogatives royales traditionnelles, mais se trouva contraint par les mêmes problèmes structurels qui avaient affligé ses prédécesseurs. Ses efforts pour réaffirmer le contrôle sur les nobles régionaux menaient à des conflits armés qui dévastèrent davantage le royaume et démontrèrent les limitations pratiques du pouvoir royal. Chapitre 8. Le traité avec Rollon et la naissance de la Normandie. La réalisation la plus significative de Charles le Simple fut son traité avec Rollon, le chef viking qui avait établi un établissement permanent à l'embouchure de la Seine. Le traité de Saint-Clair-sur-Epte, en 911, accorda à Rollon et à ses suivants le contrôle d'un territoire qui deviendrait le duché de Normandie en échange de leur conversion au christianisme et de leur promesse de défendre la région contre d'autres raids vikings. Cet accord représentait une reconnaissance pragmatique que les forces royales ne pouvaient éliminer la présence viking et que l'accommodation pourra s'avérer plus efficace que la guerre continue. L'établissement de la Normandie créa un nouvel acteur puissant dans la politique française, tout en adressant simultanément la menace viking immédiate. Les descendants de Rollon, s'appelant désormais Normands, adoptèrent les coutumes et la langue française tout en conservant la prouesse militaire et l'ambition politique de leurs ancêtres. Leur duché devint un modèle de gouvernance efficace qui contrastait favorablement avec les conditions chaotiques prévalant dans d'autres parties du royaume franc occidental. Le règne de Louis IV, connu comme Louis d'Outre-mer en raison de son exil en Angleterre durant sa jeunesse, illustra la faiblesse continue de l'autorité carolingienne au milieu du Xe siècle. Sa dépendance envers le soutien anglais pour regagner son trône mina sa légitimité parmi les nobles français, tandis que ses conflits avec Hugues le Grand, comte de Paris et duc des Francs, démontrèrent les ressources supérieures et l'influence politique exercée par les plus grands magnats régionaux. Le pouvoir d'Hugues le Grand dérivait de son contrôle sur des territoires étendus dans la région d'Île-de-France, incluant Paris et ses comtés environnants. Sa cour à Paris rivalait avec la cour royale dans sa richesse et son apparat cérémoniel, attirant des nobles ambitieux et des administrateurs qualifiés qui voyaient de plus grandes opportunités d'avancement au service d'Hugues plutôt que dans l'emploi royal. Les alliances matrimoniales du comte le connectaient aux familles nobles à travers le royaume, créant un réseau de relations politiques qui s'avérait souvent plus réable que les liens traditionnels de vassalité royale. Chapitre 9. L'ascension des Capétiens. Le déplacement graduel de la gravité politique vers la famille capétienne devint de plus en plus évident durant les règnes de Louis IV et de son fils Lothaire. Bien que ces rois carolingiens conservassent le titre royal et ses fonctions cérémonielles associées, le pouvoir réel reposait de plus en plus entre les mains d'Hugues le Grand et de son fils Hugues Capet. Le contrôle des Capétiens sur les fortifications clés, leur capacité à déployer des forces militaires efficaces et leur succès dans la construction d'alliances politiques les positionnèrent comme les leaders naturels de la noblesse française. Le règne de Lothaire de 954 à 986 fut témoin de l'érosion finale de l'autorité carolingienne effective. Ces tentatives ambitieuses mais finalement infructueuses de conquérir la Lorraine et d'affirmer l'influence française dans la politique impériale consommèrent des ressources qui auraient pu être utilisées pour renforcer le contrôle royal au sein du royaume franc occidental lui-même. La concentration du roi sur des aventures externes permit aux problèmes domestiques de s'envenimer, tout en fournissant à Hugues Capet des opportunités d'étendre sa propre influence et de démontrer son jugement politique supérieur. La mort de Lothaire en 986 et le bref règne de son fils Louis V créèrent les circonstances qui allaient mettre fin à la dynastie carolingienne. La mort soudaine de Louis V en 987, possiblement par empoisonnement, ne laissa aucun héritier carolingien évident et força la noblesse française à choisir entre soutenir un prétendant carolingien lointain ou élever Hugues Capet au trône. L'assemblée de nobles qui se réunit pour prendre ces décisions fit face à un choix entre la continuité avec une dynastie affaiblie et le changement vers une famille qui avait déjà démontré son efficacité pratique dans le gouvernement des territoires français.
L'élection d'Hugues Capet comme roi en 987 représentait le point culminant de tendances politiques qui s'étaient développées pendant plus d'un siècle. L'effondrement de l'autorité carolingienne effective, la montée de nobles régionaux puissants, l'impact dévastateur des raids vikings et la nécessité pratique d'un leadership fort avaient tout contribué à créer des conditions favorables au changement dynastique. Chapitre 10. L'héritage d'un nouveau royaume. Le nouveau roi hérita d'un royaume qui ne ressemblait guère au royaume unifié que Charlemagne avait autrefois gouverné, mais il possédait également les compétences politiques et les ressources territoriales nécessaires pour commencer le long processus de reconstruction de l'autorité royale sur de nouvelles fondations. L'assemblée de nobles qui se rassembla à Senlis en juillet 987 faisait face à une décision qui allait fondamentalement altérer la trajectoire de l'histoire française. L'archevêque Adalbéron de Reims, la figure ecclésiastique la plus influente du royaume, se tenait devant les magnats assemblés dans la salle de pierre du palais royal, ses robes épiscopales scintillant de fils d'or, alors qu'il prononçait un discours soigneusement élaboré plaidant pour l'élection d'Hugues Capet. Ces mots résonnaient dans la salle voûtée, argumentant que le royaume avait besoin d'un dirigeant fort et capable plutôt que d'un héritier légitime mais faible. Les nobles présents comprenaient la logique de son argument. Le royaume franc occidental avait souffert pendant des générations sous des rois carolingiens qui ne pouvaient ni protéger leurs sujets des invasions vikings, ni maintenir l'ordre interne. Hugues Capet, par contraste, avait démontré sa capacité à gouverner efficacement ses propres territoires, à maintenir des armées puissantes et à forger des alliances durables. Sa famille avait servi le royaume avec distinction, et son père, Hugues le Grand, était le véritable pouvoir derrière le trône pendant des décennies. L'élection d'Hugues Capet ne signifiait pas l'immédiate fin de tous les problèmes du royaume. Le nouveau roi faisait face à des défis considérables, incluant des nobles puissants jaloux de leurs prérogatives, des territoires fragmentés avec des traditions diverses, et la nécessité continue de défendre le royaume contre les menaces externes. Cependant, son accession marquait un nouveau départ, une opportunité de construire une monarchie basée sur l'efficacité pratique plutôt que sur la seule légitimité héréditaire. Chapitre 11. Les fondations d'une nouvelle dynastie. Hugues Capet comprenait que pour établir sa dynastie de manière permanente, il devait sécuriser la succession. Peu après son élection, il fit couronner son fils Robert comme co-roi, établissant un précédent qui assurerait la continuité capétienne pour les générations à venir. Cette décision stratégique contrastait fortement avec les pratiques carolingiennes qui avaient si souvent conduit à des guerres de succession dévastatrices. En associant son fils au trône de son vivant, Hugues garantissait une transition pacifique du pouvoir et renforçait la position de sa famille. Le nouveau roi travaillait également à consolider son contrôle sur les domaines royaux, comprenant que le pouvoir effectif dérivait du contrôle territorial direct plutôt que de la loyauté théorique des vassaux distants. Les terres capétiennes autour de Paris et d'Orléans formaient le cœur de leur puissance, fournissant des revenus, des hommes d'armes et des fortifications stratégiques. Hugues Capet investit dans l'amélioration de ces territoires, renforçant les fortifications, encourageant le commerce et soutenant l'Église qui, à son tour, légitimait son règne. La relation entre la nouvelle dynastie capétienne et l'Église s'avéra cruciale pour le succès à long terme. Les évêques et abbés du royaume possédaient non seulement une autorité spirituelle, mais aussi un pouvoir temporel considérable, contrôlant de vastes terres et ressources. Hugues Capet cultiva soigneusement ses relations ecclésiastiques, comprenant que le soutien de l'Église pouvait compenser sa légitimité dynastique relativement faible. Les cérémonies de couronnement, les rituels sacrés et les chroniques monastiques, qui présentaient les Capétiens comme les successeurs légitimes de Charlemagne, contribuaient tous à établir leur autorité aux yeux de leurs sujets. Malgré ces efforts, le pouvoir royal restait limité par la réalité féodale du Xe siècle. Les grands-ducs et comtes du royaume, le duc de Normandie, le comte de Flandre, le duc d'Aquitaine et d'autres, gouvernaient leur territoire avec une autonomie presque complète. Ils levaient leurs propres armées, frappaient parfois leur propre monnaie et rendaient la justice selon leurs propres coutumes. Chapitre 12. La structure de la société féodale. La société du royaume franc occidental, au tournant du millénaire,
était organisé selon des principes féodaux qui structuraient les relations entre tous les niveaux de la population. Au sommet se trouvait le roi, source théorique de toute autorité légitime, mais dont le pouvoir pratique dépendait de sa richesse personnelle et de ses capacités militaires. En dessous du roi se trouvaient les grands seigneurs, ducs, comtes et marquis, qui contrôlaient de vastes territoires et commandaient des ressources substantielles. Ces grands nobles étaient eux-mêmes les suzerains de nombreux vassaux plus petits, qui leur devaient service militaire et conseil en échange de terres. La chaîne de vassalité s'étendait vers le bas à travers plusieurs niveaux, des barons aux chevaliers, chacun lié à son seigneur par des serments de fidélité et des obligations mutuelles. Ce système créait une hiérarchie complexe de loyauté qui pouvait devenir problématique lorsque les intérêts des différents seigneurs entraient en conflit. L'économie du royaume reposait principalement sur l'agriculture. La vaste majorité de la population consistait en paysans, qui travaillaient la terre, produisant les céréales, les légumes et l'élevage qui soutenaient la société. Certains de ces paysans étaient libres, possédant leurs propres terres et payant des loyers ou des taxes à leurs seigneurs. D'autres étaient des serfs, liés à la terre et obligés de travailler les champs de leurs seigneurs en échange de protection et du droit de cultiver de petites parcelles pour leur propre subsistance. Les manoirs, unités agricoles autour desquelles s'organisait la vie rurale, formaient les blocs de construction de base de l'économie féodale. Chaque manoir comprenait typiquement une résidence seigneuriale, souvent fortifiée, entourée de champs cultivés, de pâturages, de forêts et d'un village où vivaient les paysans. Le seigneur du manoir exerçait une autorité juridique sur les habitants, présidant une cour qui traitait les litiges locaux et punissait les infractions mineures. Chapitre 13. La vie quotidienne au Xe siècle. La vie quotidienne, pour la majorité de la population du royaume franc occidental, était dure et difficile. Les paysans se levaient à l'aube pour travailler dans les champs, leur existence rythmée par les saisons agricoles. Au printemps, ils labouraient et semaient les grains. Durant l'été, ils s'occupaient des cultures, réparaient les outils et entretenaient les bâtiments. L'automne apportait la récolte, une période d'activité intense où toute la communauté travaillait pour ramasser les cultures avant que le temps ne se détériore. L'hiver offrait un répit relatif du travail agricole, mais apportait ses propres défis. Le froid, la faim potentielle si la récolte avait été pauvre, et la nécessité de réparer les équipements et préparer la saison suivante. Le régime alimentaire paysan était simple et répétitif. Le pain, fait de seigle, d'orge ou de blé selon la région et la richesse, constituait l'aliment de base. La bouillie de céréales, les légumes du jardin et occasionnellement du porc salé ou du poisson complétaient leur repas. La viande fraîche était rare, réservée pour les jours de fête ou les célébrations spéciales. Les paysans buvaient principalement de bière légère ou du cidre, l'eau étant souvent de qualité douteuse. La noblesse, en contraste, jouissait d'un niveau de vie considérablement plus élevé. Leurs repas incluaient une variété de viandes, bœuf, porc, gibier, volaille, ainsi que du pain blanc de qualité, des vins fins et des épices importées pour ceux qui pouvaient se les permettre. Les grandes salles des châteaux et manoirs nobles servaient de centre de vie sociale, où les seigneurs et leurs familles recevaient des invités, célébraient des fêtes et affichaient leur richesse et leur statut. L'Église jouait un rôle central dans la vie de tous, nobles et paysans. Les églises paroissiales marquaient le paysage de chaque village et ville, leurs cloches sonnant les heures et appelant les fidèles à la prière. Les dimanches et les nombreux jours de fêtes religieuses offraient un répit du travail et des opportunités de rassemblement communautaire. Les monastères et abbayes servaient non seulement de centres de vie spirituelle, mais aussi d'institutions économiques importantes, possédant de vastes terres et employant des centaines de personnes. Chapitre 14. L'évolution de la guerre et des fortifications. La nature de la guerre changeait graduellement durant cette période. La cavalerie lourde devenait de plus en plus dominante sur les champs de bataille, les chevaliers montés formant l'élite des armées médiévales. Ces guerriers étaient équipés de cottes de mailles de plus en plus sophistiquées, de aumes protégeant leur visage et de longues épées et lances conçues pour le combat monté.
L'entraînement pour devenir chevalier commençait dans l'enfance et requérait des années de pratique ainsi que des ressources considérables pour acquérir l'équipement nécessaire. Les fortifications évoluaient également. Les simples mottes castrales, monticules de terre surmontés de tours en bois entourés de palissades qui avaient caractérisé les premières fortifications féodales, étaient progressivement remplacées par des structures plus élaborées. Les seigneurs les plus riches commençaient à construire en pierre, créant des donjons massifs et des enceintes murées capables de résister aux sièges prolongés. Ces châteaux de pierre symbolisaient le pouvoir et l'autorité de leurs propriétaires, dominant le paysage environnant et servant de centres administratifs ainsi que de refuges militaires. Le développement de ces fortifications privées reflétait la décentralisation continue du pouvoir militaire. Chaque grand seigneur possédait son propre réseau de châteaux et de garnisons, lui permettant de défendre ses territoires et de projeter sa puissance sans dépendre du roi. Cette dispersion de la force militaire rendait difficile pour le monarque de contraindre l'obéissance de ses vassaux récalcitrants et contribuait à la fragmentation politique persistante du royaume. Les sièges devenaient une forme de guerre de plus en plus courante. Plutôt que de risquer des batailles rangées coûteuses, les seigneurs en conflit cherchaient souvent à capturer les châteaux et villes fortifiées de leurs ennemis. Ces sièges pouvaient durer des mois. Les attaquants utilisant diverses techniques, en construisant des tours de siège, en creusant des tunnels sous les murs, en bombardant avec des catapultes et des trébuchets primitifs, ou simplement en affamant les défenseurs jusqu'à la rédemption. Chapitre 15. Le commerce et les villes renaissantes. Malgré l'instabilité politique et militaire, le commerce commençait lentement à se revitaliser dans certaines parties du royaume. Les villes, qui avaient décliné considérablement depuis la chute de l'Empire romain, commençaient à croître à nouveau. Paris, bien qu'encore modeste comparé à sa grandeur future, servait de centre commercial important où les marchands échangeaient des produits locaux et des marchandises importées. Les textiles de Flandre, le vin de Bourgogne et d'Aquitaine, le sel des marais côtiers et les produits métallurgiques circulaient à travers des réseaux commerciaux en expansion. Les foires commerciales devenaient des événements importants dans le calendrier économique. Ces rassemblements temporaires mais réguliers attiraient des marchands de régions éloignées, créant des opportunités d'échange à grande échelle et de contacts culturels. La Champagne, stratégiquement située entre les Flandres au nord et l'Italie au sud, deviendrait particulièrement célèbre pour ses foires dans les siècles suivants, mais les origines de ce système commercial s'établissaient déjà au Xe siècle. Le renouveau du commerce stimulait également une renaissance monétaire. Bien que le système monétaire restât fragmenté, avec de nombreuses autorités différentes frappant leurs propres pièces, la circulation accrue de l'argent facilitait les transactions commerciales et permettait une économie plus sophistiquée. Les marchands développaient des techniques financières plus avancées, incluant des formes primitives de crédit et de change qui permettaient le commerce à longue distance sans le dangereux transport de grandes quantités de pièces. Les communautés urbaines commençaient également à développer leurs propres formes d'organisation politique. Les guildes de marchands et d'artisans émergeaient, offrant une protection mutuelle et régulant les pratiques commerciales. Ces associations formeraient finalement la base des mouvements pour l'autonomie municipale qui caractériseraient les villes médiévales ultérieures. Mais au Xe siècle, elles restaient généralement sous le contrôle étroit des seigneurs locaux. Chapitre 16. La renaissance culturelle et intellectuelle. Malgré les turbulences politiques et militaires, la vie intellectuelle et culturelle persistait dans le royaume franc occidental. Les monastères demeuraient les principaux centres d'apprentissage et de préservation du savoir. Les scribes monastiques copiaient patiemment les manuscrits anciens, préservant non seulement les textes religieux, mais aussi les œuvres classiques latines qui autrement auraient pu être perdues. Ces scriptoria produisaient également des manuscrits enluminés d'une beauté extraordinaire. Leurs pages décorées de miniatures élaborées, de lettrines ornées et de bordures florales, exécutées avec un soin méticuleux. L'éducation, bien que limitée à une petite élite, suivait un cursus basé sur les arts libéraux classiques. Les étudiants apprenaient le latin, la langue de l'Église et de l'administration, ainsi que la grammaire, la rhétorique, la logique, l'arithmétique, la géométrie, la musique et l'astronomie. Les écoles cathédrales dans les villes principales complétaient les écoles monastiques,
offrant une éducation aux futurs clercs et administrateurs. La liturgie chrétienne structurait non seulement la vie spirituelle, mais aussi la vie culturelle de la société. Le chant grégorien, cette forme de musique sacrée monodie, qui avait été standardisée sous les Carolingiens, résonnait dans les églises et monastères, créant une atmosphère de dévotion solennelle. Les églises elles-mêmes, construites selon le style roman qui émergeait durant cette période, impressionnaient par leurs murs épais, leurs voûtes en berceau et leurs colonnes massives, créant des espaces qui inspiraient la révérence et rappelaient aux fidèles la puissance et la majesté divine. L'architecture monastique reflétait également les fonctions multiples de ces institutions. Les grands complexes monastiques incluaient non seulement l'église abbatiale, mais aussi des cloîtres pour la méditation, des scriptoria pour la copie de manuscrits, des bibliothèques, des réfectoires, des dortoirs, des infirmeries et toute une gamme de bâtiments utilitaires nécessaires au fonctionnement d'une communauté autosuffisante. Chapitre 17. Les relations avec l'Église et la papauté. La relation entre les rois capétiens et l'Église était complexe et mutuellement bénéfique. Les monarques dépendaient du soutien ecclésiastique pour légitimer leur règne, l'onction et le couronnement par un archevêque conférant une qualité sacrée à leur autorité. En retour, les rois protégeaient les biens et privilèges de l'Église et soutenaient ses efforts d'évangélisation et de réforme. Cependant, cette relation n'était pas sans tension. Les questions de juridiction, qui avait autorité sur qui et dans quelles circonstances, généraient des conflits récurrents. Les évêques et abbés étaient souvent de grands propriétaires terriens qui devaient fidélité au roi comme seigneur féodal, mais ils étaient également membres de la hiérarchie ecclésiastique et sujets à l'autorité papale. Cette double allégeance créait des situations ambiguës, particulièrement lorsque les intérêts royaux et ecclésiastiques divergeaient. La papauté elle-même traversait une période difficile au Xe siècle, souvent dominée par les factions aristocratiques romaines et manquant de l'autorité morale et politique qu'elle exercerait dans les siècles ultérieurs. Néanmoins, les papes représentaient toujours le sommet de la hiérarchie ecclésiastique occidentale, et leur reconnaissance était précieuse pour les monarques cherchant à renforcer leur légitimité. Les rois capétiens cultivaient soigneusement leurs relations avec les institutions ecclésiastiques du royaume. Ils faisaient des donations généreuses aux monastères et cathédrales, assistaient aux cérémonies religieuses importantes et se présentaient comme les défenseurs de l'Église contre ses ennemis. Cette piété royale n'était pas uniquement politique. La foi chrétienne imprégnait profondément la culture médiévale, mais elle servait certainement aussi des objectifs pratiques en renforçant la position du roi. Chapitre 18. Les défis du gouvernement capétien. Gouverner le royaume franc occidental présentait des défis constants pour les premiers rois capétiens. Leur autorité directe s'étendait principalement sur leur domaine personnel autour de Paris et d'Orléans, tandis que le reste du royaume était contrôlé par des ducs et comtes puissants qui reconnaissaient nominalement la suzeraineté royale mais agissaient souvent de manière indépendante. Le duc de Normandie, descendant du chef viking Rollon, gouvernait son territoire avec une efficacité qui éclipsait souvent l'administration royale. Le duc d'Aquitaine contrôlait de vastes régions du sud-ouest. Le comte de Flandre dominait les riches terres du nord. Ces grands seigneurs possédaient leur propre administration, leurs propres armées et leurs propres cours qui rivalisaient avec celles du roi en magnificence. Ils contractaient des alliances matrimoniales entre eux et avec des dynasties étrangères, conduisaient parfois leur propre diplomatie et se faisaient la guerre les uns aux autres sans nécessairement consulter le roi. La capacité du monarque à influencer leurs actions dépendait moins de son autorité légale que de sa force militaire personnelle, de sa richesse et de son habileté politique. Les premiers capétiens répondaient à cette situation en se concentrant sur la consolidation de leur domaine direct plutôt qu'en tentant d'imposer un contrôle centralisé sur l'ensemble du royaume. Ils fortifiaient les villes clés, développaient leurs ressources économiques et construisaient des alliances soigneusement. Cette approche patiente et pragmatique établirait finalement les fondations de la puissance monarchique française, bien que ce processus prendrait plusieurs siècles. La justice royale offrait un autre moyen de projeter l'autorité. Bien que les seigneurs locaux administrassent la justice dans leur propre territoire, certains cas pouvaient être portés devant la cour royale, particulièrement les disputes entre grands vassaux ou les affaires touchant directement aux intérêts royaux. Le développement progressif d'un système judiciaire royal plus sophistiqué aiderait finalement à renforcer l'autorité monarchique. Chapitre 19. La succession et la stabilité dynastique. Un des grands succès de la dynastie capétienne fut d'établir une succession stable et pacifique.
Hugues Capet avait montré l'exemple en faisant couronner son fils Robert de son vivant. Et ses successeurs maintenèrent cette pratique pendant plus de 2 siècles. Chaque roi capétien s'assurait que son fils aîné était reconnu et couronné comme co-roi, garantissant ainsi une transition sans heurts au décès du père. Cette stratégie dynastique contrastait fortement avec les pratiques carolingiennes antérieures qui avaient si souvent conduit à des guerres de succession dévastatrices. En établissant clairement la ligne de succession et en l'institutionnalisant à travers le couronnement préventif, les Capétiens évitaient les périodes d'incertitude et de conflit qui accompagnaient traditionnellement les transitions monarchiques. Cette stabilité dynastique deviendrait l'un des fondements de la puissance capétienne. Robert le Pieux, qui succéda à son père Hugues Capet, continua les politiques de consolidation prudentes. Son règne de 996 à 1031 fut marqué par des efforts constants pour maintenir et étendre l'autorité royale dans les domaines capétiens, tout en gérant soigneusement les relations avec les grands vassaux du royaume. Ses contemporains le décrivaient comme un roi pieux et savant, bien que ses qualités n'empêchaient pas les difficultés politiques et militaires habituelles. Les mariages dynastiques jouaient un rôle crucial dans la diplomatie capétienne. Les alliances matrimoniales avec d'autres maisons nobles pouvaient sécuriser des frontières, créer des obligations mutuelles et étendre l'influence royale. Les filles et sœurs du roi étaient mariées à des princes étrangers ou à de puissants vassaux, selon les besoins politiques du moment, tandis que les épouses royales apportaient leurs propres connexions et ressources à la dynastie. Chapitre 20. L'héritage des premiers Capétiens. Vers la fin du Xe siècle et le début du XIe, le royaume de France, bien que ce terme ne fût pas encore universellement utilisé, commençait à prendre une forme distinctive. Les frontières restaient floues et contestées, l'autorité royale demeurait limitée, mais une identité politique et culturelle émergeait graduellement. La langue française se développait à partir du latin vulgaire et des dialectes germaniques, créant un moyen de communication qui distinguait les habitants du royaume franc occidental de leurs voisins germains et italiens. Les institutions qui caractériseraient la France médiévale se mettaient progressivement en place. La monarchie capétienne, bien que faible selon les standards ultérieurs, établissait les précédents et les structures qui permettraient à leurs descendants de construire l'un des royaumes les plus puissants d'Europe. L'alliance entre la couronne et l'Église fournissait une légitimité idéologique et un soutien institutionnel crucial. Le système féodal, malgré sa décentralisation inhérente, créait un cadre de relations et d'obligations qui liaient ensemble les différentes parties du royaume. Les défis restaient immenses. Les grands vassaux continueraient à résister à l'autorité royale pendant des siècles. Les guerres privées entre nobles dévasteraient périodiquement des régions entières. Les invasions étrangères menaceraient à nouveau le royaume. Mais les fondations posées durant cette période de transition du carolingien au capétien s'avéreraient durables. La transformation de la Francia occidentale en royaume de France fut un processus long et complexe, marqué d'innombrables conflits, compromis et adaptations. L'année 1987 et l'élection du Capet ne représentaient pas une rupture soudaine, mais plutôt un moment symbolique dans cette évolution continue. La dynastie qu'il établit régnerait sur la France pendant plus de 3 siècles en ligne directe, et même après, ses descendants continueraient à occuper le trône français sous diverses branches jusqu'à la Révolution. En regardant en arrière depuis notre perspective moderne, nous pouvons voir comment les événements de cette période, la fragmentation de l'Empire carolingien, les invasions vikings, la montée de la féodalité, l'émergence des Capétiens, créèrent les conditions qui façonneraient le destin de la France pour les siècles à venir. Le royaume médiéval qui émergea de ces turbulences porterait la marque indélébile de ses origines tumultueuses, tout en développant graduellement les institutions et l'identité qui en feraient une grande puissance de l'Europe médiévale et moderne. Chapitre 21. Le sacre royal et les rituels du pouvoir. L'élection seule ne suffisait pas à faire un roi. Pour qu'Hugues Capet devienne véritablement souverain aux yeux de Dieu et des hommes, il devait recevoir le sacre. Le 3 juillet 987, dans la cathédrale de Noyon, se déroula le rituel millénaire qui allait légitimer la nouvelle dynastie. La cathédrale était remplie de fumée d'encens. Les vitraux filtraient la lumière du matin, projetant des taches de couleur sur les dalles usées.
L'archevêque Adalbéron de Reims officiait cette cérémonie qui mêlait le sacré et le politique. Hugues Capet se tenait devant l'autel en tunique blanche, entouré des grands du royaume, ducs, comtes, évêques et abbés. Le moment crucial arriva lorsque l'archevêque souleva la sainte ampoule, ce flacon de cristal contenant l'huile sacrée qui, selon la légende, avait été apportée du ciel par une colombe lors du baptême de Clovis. Adalbéron trempa son pouce dans l'huile et traça une croix sur le front d'Hugues, puis sur sa poitrine, entre ses épaules, sur ses bras. L'onction faisait d'Hugues un être à part, ni clerc ni laïc, mais participant des deux mondes. Il devenait rex et sacerdoce, roi et prêtre, un médiateur entre le ciel et la terre. Puis vinrent les régalias. L'anneau royal, symbole du mariage mystique entre le roi et son royaume, fut glissé à son doigt. Les éperons dorés rappelaient son rôle de chef militaire, l'épée de Charlemagne fut ceinte à sa taille, faisant de lui le défenseur de la foi. Le sceptre fut placé dans sa main droite, la main de justice dans sa main gauche. Ces insignes transformaient ses mains en instruments du pouvoir divin. Enfin, l'archevêque souleva la couronne royale, ce cercle d'or incrusté de pierres précieuses, il la plaça sur la tête d'Hugues, tandis que les évêques tendaient symboliquement leurs mains vers elle. Un grand cri s'éleva, « Vivat Rex in aeternum » que le roi vive éternellement. Les cloches sonnèrent, annonçant à tous que la France avait un nouveau roi ou un par Dieu. Ce rituel accomplissait ce que la simple élection ne pouvait faire. Il transformait Hugues, d'un noble parmi d'autres, en un être sacré, choisi par Dieu pour gouverner. Cette dimension sacrée compensait ce qui lui manquait en légitimité dynastique. Dans une société profondément chrétienne, le roi devenait loin du Seigneur, et s'opposer à lui revenait à s'opposer à la volonté divine. Le sacre établissait également un lien indissoluble entre la monarchie capétienne et Reims. Cette alliance perdurerait pendant des siècles, faisant de cette cathédrale le lieu où tous les rois de France viendraient recevoir leur légitimité suprême. Au-delà du faste, le sacre d'Hugues Capet établissait un précédent crucial, un roi ne naissait pas seulement, il était fait, par l'Église, par les nobles, par le rituel sacré. La légitimité capétienne reposerait autant sur le sacre que sur le sang, autant sur la grâce divine que sur la force des armes. Chapitre 22. Les reliques sacrées et le pouvoir spirituel. Dans le royaume de France du Xe siècle, le pouvoir ne résidait pas seulement dans les châteaux et les armées. Une autre forme de puissance, plus subtile mais tout aussi réelle, émanait des ossements des saints, des fragments de la vraie croix, des morceaux d'étoffe ayant touché le Christ. Ces reliques sacrées constituaient un réseau invisible de pouvoir spirituel qui structurait le territoire autant que les forteresses de pierre. L'abbaye de Saint-Denis, nécropole royale au nord de Paris, abritait les reliques les plus précieuses du royaume. Dans sa crypte, éclairée par des centaines de cierges, reposaient les corps des rois francs et les restes de Saint-Denis, le premier évêque de Paris. La légende racontait que Denis, décapité sur la colline de Montmartre, avait ramassé sa propre tête et marché jusqu'à l'abbaye, prêchant un sermon tout au long de son trajet miraculeux. Les moines conservaient ces reliques dans des chasses somptueuses en or et argent, incrustées de pierres précieuses. Ces reliquaires brillaient dans la pénombre comme des étoiles terrestres, leur splendeur reflétant la gloire spirituelle de leur contenu. Les grands du royaume s'agenouillaient devant eux, touchant le métal avec révérence, espérant que la sainteté se communiquerait à eux. À travers tout le royaume, un réseau d'églises conservait leurs propres trésors. À Tours, le tombeau de Saint-Martin attirait des foules de pèlerins venus chercher la guérison. On racontait d'innombrables miracles, aveugles qui recouvraient la vue, paralytiques qui marchaient, possédés libérés. À Chartres, la cathédrale conservait la tunique de la Vierge Marie, créditée d'avoir sauvé la ville des Vikings. Lorsque l'évêque la brandissait en procession sur les remparts, les envahisseurs se retiraient, incapables de résister au pouvoir de la Mère de Dieu. Le commerce des reliques était devenu une activité économique importante. Des marchands rapportaient des ossements de martyrs de Terre Sainte, des fragments de la vraie croix. Certaines reliques étaient authentiques, beaucoup étaient de pieuse fabrication. Un moine facétieux avait calculé qu'avec tous les fragments de la vraie croix dispersés à travers la chrétienté, on aurait pu construire un navire entier. Pourtant, la croyance était sincère. Dans un monde où la frontière entre le naturel et le surnaturel était poreuse, les reliques servaient de point de contact entre le terrestre et le céleste. Elles prouvaient que les saints continuaient à intercéder auprès de Dieu. Les pèlerinages s'organisaient selon des itinéraires établis. Le plus célèbre menait à Saint-Jacques de Compostelle, où reposait l'apôtre Jacques. Des milliers de pèlerins traversaient la France, portant la coquille Saint-Jacques cousue sur leurs vêtements.
Ces célébrations rompaient la monotonie de l'existence médiévale, offrant spectacles religieux et occasions de rassemblement social. Pour les rois capétiens, le contrôle des grandes reliques représentait un enjeu politique majeur. Hugues Capet et ses successeurs cultivaient leurs relations avec Saint-Denis, s'y présentant comme protecteur de l'abbaye. Il y déposait les régalias, y choisissait d'être enterrés, liant leur destin posthume à celui des saints. Cette association entre la monarchie et les reliques renforçait la légitimité royale d'une manière que les armées ne pouvaient accomplir. Dans un royaume fragile où l'autorité du roi peinait à s'étendre, ces reliques offraient une forme de légitimité et d'unité que le pouvoir temporel seul ne pouvait fournir. Chapitre 23. La vie monastique et la préservation du savoir. Tandis que les seigneurs se disputaient le pouvoir et que les paysans peinaient dans les champs, une autre forme de vie se déroulait derrière les murs des monastères. Dans ces îlots de paix, des hommes voués à Dieu suivaient un rythme millénaire qui avait traversé les invasions. La vie monastique représentait la continuité dans un monde de changements constants, la préservation du savoir dans une époque d'ignorance généralisée. La journée d'un moine commençait bien avant l'aube, au son de la cloche appelant à matine. Dans l'obscurité, les moines quittaient leurs paillasses, enfilaient leurs robes de laine et descendaient vers l'église abbatiale. Dans la pénombre éclairée par quelques cierges, ils prenaient place dans les stalles du chœur et commençaient le chant des psaumes. Le chant grégorien s'élevait vers les voûtes, créant une atmosphère de dévotion solennelle. Entre les offices, les moines se dispersaient selon leurs tâches. Certains se dirigeaient vers le scriptorium, où ils passeraient les heures de l'huière à copier des manuscrits. C'était une tâche exigeant concentration et précision. Chaque lettre devait être formée avec soin. Un manuscrit complet pouvait prendre des mois, voire des années à copier. Certains moines se spécialisaient dans l'enluminure, créant des lettrines où des dragons s'enroulaient autour des lettres, où des vignes dorées s'épanouissaient. Ils peignaient des miniatures détaillées utilisant des pigments précieux, le lapis lazuli pour le bleu outre-mer, la cochenille pour le rouge, de fines feuilles d'or appliquées avec délicatesse. Ces manuscrits enluminés étaient des trésors que les monastères conservaient dans leurs bibliothèques. Bien que modestes, ces bibliothèques préservaient le savoir de l'Antiquité classique. Sans le travail patient de ces copistes anonymes, une grande partie de la littérature latine aurait été perdue à jamais. D'autres moines enseignaient dans l'école monastique. Les oblats, ces enfants confiés au monastère, y apprenaient le latin, la grammaire, la rhétorique. L'éducation suivait les arts libéraux, le trivium et le quadrivium. Les meilleurs élèves deviendraient moines ou clercs dans les chancelleries royales. L'infirmerie représentait un autre service essentiel. Le moine infirmier cultivait un jardin de plantes médicinales, sauge, menthe, camomille, pavot. Il préparait des tisanes, des cataplasmes, des onguents, mêlant les connaissances des médecins antiques avec des remèdes populaires et la foi en l'intercession divine. Les moines agriculteurs travaillaient dans les vastes domaines du monastère. Ils élevaient des moutons pour la laine, des abeilles pour la cire et le miel, cultivaient la vigne. Les surplus généraient des revenus qui permettaient au monastère de maintenir sa vie spirituelle. Ainsi, ces hommes voués à la pauvreté géraient souvent des entreprises économiques considérables. La journée était rythmée par les offices, tierces, sextes, nonnes, vêpres, complis. La règle de saint Benoît résumait ce mode de vie en 2 mots, ora et labora, prix et travail. Le cloître, cette galerie entourant un jardin, était le cœur symbolique du monastère, un avant-goût du paradis terrestre. Au-delà de leur influence économique, les monastères remplissaient une fonction spirituelle essentielle. Les moines priaient pour toute la chrétienté, leurs prières montant vers le ciel comme un encens perpétuel. Dans un royaume fragile et menacé, ces îlots de stabilité étaient les gardiens de la mémoire, les préservateurs du savoir, les refuges où la flamme de la civilisation continuait à brûler. Chapitre 24. Les femmes de pouvoir, reines et régentes. Dans l'ombre des rois et des seigneurs, d'autres figures exerçaient un pouvoir discret mais réel. Les reines, les régentes et les grandes dames de l'aristocratie jouaient un rôle crucial dans la politique du royaume, tissant des alliances, conseillant leurs époux
gouvernant pendant les minorités royales. Leur influence, souvent invisible dans les chroniques écrites par des moines, façonnait néanmoins le destin de la France médiévale. Les mariages royaux n'étaient jamais de simples unions sentimentales. Ils constituaient des traités vivants, scellant des alliances entre royaumes et duchés. Lorsqu'une princesse quittait sa famille pour épouser un roi, elle emportait avec elle une dot considérable, mais aussi des connexions politiques, des droits territoriaux et parfois des prétentions au trône qui pourraient être invoquées des générations plus tard. Gerberge de Saxe, sœur d'Othon le Grand, devint reine de France en épousant Louis IV d'Outre-mer. Cette alliance liait étroitement le royaume à l'Empire germanique. Lorsque Louis fut capturé par le duc de Normandie, ce fut Gerberge qui négocia sa libération, manœuvrant habilement entre les factions. Elle gouverna comme régente pendant la minorité de son fils, Lothaire, tenant des conseils, prenant des décisions militaires, faisant et défaisant des alliances. Ces régences féminines étaient plus courantes qu'on ne l'imagine. Dans un monde où les rois mouraient jeunes, les reines-mères devenaient les gardiennes du royaume. Elles présidaient les assemblées, recevaient les ambassadeurs, commandaient parfois même des armées. Leur légitimité venait de leur maternité. Elles ne gouvernaient pas pour elles-mêmes, mais au nom de leur fils. Adélaïde d'Aquitaine, épouse duc Capet, représentait l'alliance avec la puissante maison d'Aquitaine. Belle, cultivée, profondément religieuse, elle fut la conseillère de son mari et de son fils Robert le Pieux. Les chroniqueurs la décrivaient comme une femme de grande sagesse, intervenant dans les affaires du royaume, fondant des monastères, protégeant les arts. Les reines exerçaient aussi un pouvoir économique considérable. Elles recevaient un douar, un ensemble de terres dont les revenus leur appartenaient. Ces domaines leur donnaient une indépendance financière et un réseau de vassaux personnels. Elles géraient ces terres comme de véritables seigneurs féodaux, rendaient justice, collectaient les taxes, organisaient la production. Les abbayes féminines représentaient des centres de pouvoir alternatifs. Les abbesses de grands monastères comme Chelles gouvernaient des communautés de religieuses, géraient de vastes domaines, rendaient la justice. Certaines abbesses, filles ou sœurs de rois, correspondaient avec les papes, conseillaient les souverains, influençaient les décisions politiques. Pourtant, malgré leur pouvoir réel, ces femmes devaient naviguer dans un monde où l'autorité publique était théoriquement masculine. Elles exerçaient leur influence de manière indirecte, à travers leurs fils, leurs époux, leurs frères. Les chroniqueurs minimisaient souvent leurs accomplissements. Dans un royaume en construction, ces femmes de pouvoir assuraient la continuité. Elles élevaient les futurs rois, tissaient les alliances qui stabilisaient les dynasties, préservaient la culture. Leur rôle, bien que souvent effacé par l'histoire, était essentiel à la survie et à la prospérité du royaume de France. Chapitre 25. Les légendes et la mémoire carolingienne. Avec la fin de la dynastie carolingienne en 987, quelque chose d'étrange se produisit. Les rois, qui avaient régné avec difficulté sur un royaume fragmenté, commençaient à se transformer en figures légendaires. Charlemagne, surtout, mort près de 2 siècles plus tôt, devenait un héros mythique, un empereur idéalisé dont la gloire grandissait à mesure que le souvenir de la réalité historique s'estompait. Dans les monastères et les cours seigneuriales, les jongleurs et les trouvères chantaient des récits épiques qui transformaient l'histoire en légende. La chanson de Roland, qui prendrait sa forme définitive au siècle suivant, racontait la mort héroïque du neveu de Charlemagne dans les Pyrénées. Dans cette version épique, une simple embuscade menée par des montagnards basques devenait une bataille titanesque contre les Sarrasins, où Roland refusait de sonner son corps pour appeler à l'aide, préférant mourir avec honneur. Ces chansons de geste transformaient les Carolingiens en paladins chrétiens, en champions de la foi combattant les infidèles. Charlemagne lui-même devenait une figure quasi sainte, un empereur aux dimensions surhumaines qui aurait conquis Jérusalem, chassé les Sarrasins d'Espagne, unifié toute la chrétienté sous sa couronne. La réalité historique importait peu. Ce qui comptait, c'était la puissance du mythe. Cette mythification servait un but politique. Les rois capétiens, conscients de leur légitimité fragile, cultivaient soigneusement la mémoire carolingienne. Ils se présentaient non comme des usurpateurs, mais comme les héritiers spirituels de Charlemagne. Hugues Capet avait été sacré avec l'épée qu'on disait avoir appartenu à l'empereur. Ses successeurs invoquaient constamment le souvenir du grand Charles.
s'appropriant son prestige tout en gouvernant un royaume bien plus modeste. Les reliques carolingiennes devenaient des objets de vénération. L'épée, la couronne, le sceptre, attribués à Charlemagne, étaient conservés à Saint-Denis comme des trésors sacrés. Peu importait leur authenticité réelle, ils incarnaient la continuité entre l'Empire perdu et le royaume naissant. Les pèlerins venaient les contempler, touchant ces objets qui avaient supposément appartenu au plus grand empereur chrétien. Les monastères contribuaient à cette construction mémorielle. Les moines recopiaient les chroniques carolingiennes, mais en les embellissant, en ajoutant des miracles, en supprimant les épisodes embarrassants. Charlemagne devenait un saint roi, pieux et juste, oubliant les massacres de Saxons, les intrigues politiques, les difficultés réelles de son règne. L'histoire se transformait en hagiographie. Cette mémoire idéalisée des Carolingiens remplissait une fonction essentielle dans la société médiévale. Elle offrait un modèle de royauté chrétienne, un âge d'or auquel aspirer. Les rois capétiens, en se présentant comme les continuateurs de cette tradition, légitimaient leur propre pouvoir. Ils promettaient de restaurer la grandeur perdue, de réunifier ce qui avait été fragmenté. Ainsi, paradoxalement, les Carolingiens exerçaient plus d'influence après leur disparition que pendant leur dernière décennie de règne. Transformés en légende, ils devenaient immortels. Leur mémoire, soigneusement cultivée et constamment réinventée, accompagnerait les rois de France pendant des siècles. Le mythe de Charlemagne, plus puissant que la réalité historique, façonnerait l'imaginaire royal français jusqu'à la Révolution.